Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er avril 2021, au lendemain d'une très belle séance à Wall Street, avec des indices américains qui ont terminé en hausse. Le S&P 500 a gagné 0,36%, il allait marquer un nouveau record historique. Le Nasdaq a progressé d'1,54%. On l'a eu ce fameux signal en H4, nous allons en parler. Et le Russell 2000, pardon, a progressé d'1,13%. Seul le Dow Jones a clôturé en territoire négatif à 0,26%. Alors donc cette hausse hein, est due notamment à une dernière session de mars et donc une fin de trimestre. C'est une volatilité qui pourrait se poursuivre parce qu'il faut savoir que les fonds de pension et les autres gros investisseurs sont en train de rééquilibrer leur portefeuille. Concrètement, on a réalloué des fonds vers les retardataires du trimestre et on s'est désengagé de nombreuses valeurs cycliques. Et donc, ce sont des rééquilibrages de portefeuille qui pourraient se poursuivre aujourd'hui parce qu'il faut garder à l'esprit que c'est la dernière séance dans de nombreux pays avant les vacances de Pâques. Donc, dernière journée, dernière séance de rééquilibrage de portefeuille, cet effet calendaire sur lequel on insiste depuis vendredi dernier. Donc voilà pour ce point. Sinon, ce qui était attendu hier, c'était ce fameux discours de Joe Biden qui a présenté son plan dans les infrastructures de très exactement 2250 milliards de dollars sur une durée de 8 ans. Alors, dans ces fonds, il y aura 621 milliards pour les transports, 580 milliards pour l'industrie manufacturière, 400 milliards pour les soins aux personnes âgées et handicapées. Alors c'est un plan qui sera financé, et ça plaît beaucoup moins, par une hausse de l'impôt sur les sociétés de 21% à 28% et une augmentation des taxes sur les bénéfices étrangers des entreprises. Alors il faut savoir que la deuxième partie de ce plan de relance, qui porte notamment sur les soins de santé et la garde d'enfants, est attendue d'ici quelques semaines. Donc voilà concernant les détails du nouveau plan de Joe Biden, son plan dans les infrastructures de 2250 milliards de dollars sur une période de 8 ans. On notera également, bien entendu, le pétrole, hein, et on s'en doutait, il fallait rester prudent. Vous voyez ici cette, une évolution en dents de scie hein, pour le marché pétrolier avec un pétrole brut WTI qui a chuté à un certain moment de 1,20%. Alors il est actuellement aux alentours des 59,75 dollars le baril. Le Brent, quant à lui, a baissé de 0,70%. Il est aux alentours des 63,30 dollars le baril. Et tout cela, bien entendu, en amont de la réunion de l'OPEP+, prévue aujourd'hui, donc le cartel aux commandes du marché pétrolier. Aujourd'hui, c'est le jour J, hein, on va voir si on va décider de la poursuite du gel de la production. Et donc, concrètement, les principaux producteurs se réunissent pour prendre leurs décisions communes. Et ils sont susceptibles de prolonger cette réduction de production jusqu'au mois de mai. On va voir pourquoi. C'est un rapport avec la pandémie, bien entendu. Mais tout d'abord, on a également pris connaissance lors de la séance d'hier du rapport de l'EIA sur les stocks de pétrole brut hebdomadaires aux États-Unis. Ce rapport a fait état d'une baisse de 0,876 millions de barils contre une hausse de 0,107 millions de barils attendus. Alors, ça met fin à 5 semaines de hausse consécutive. Et donc concrètement, hein, le marché s'attend actuellement à ce que le cartel, à ce que les pays membres de l'OPEP+, décident de maintenir les réductions de production parce qu'il y a une reprise de la demande qui reste très incertaine hein, dans le contexte actuel, le contexte de la troisième vague de coronavirus en Europe, les nouveaux confinements sur le vieux continent. Et donc cette décision sera prise dans l'après-midi, hein. Nous faisons nous-mêmes en France face à de nouvelles restrictions, une généralisation plutôt de ce qui était appliqué à 19 départements. Donc c'est cette incertitude pour ce second trimestre qui débute aujourd'hui qui pourrait pousser les pays membres de l'OPEP+ à prolonger leur gel de la production jusqu'au mois de mai. Ça vient en tout cas le renforcer. Et donc on a un pétrole volatile comme à chaque fois avant la réunion de l'OPEP+. Et là en conséquence hein, on s'est replié, on le voit d'ailleurs en données H1, on a eu cette incapacité à sortir du nuage par le haut et donc on s'est effondré par la suite en direction d'un précédent support, même topo ici pour le Brent. Donc prudence tout de même en journalier, comme je le disais lors de la vidéo hebdomadaire matières premières et fondamentaux, parce qu'on pourrait avoir la formation d'une figure en épaule tête épaule. Et là, ce serait un repli plutôt conséquent, même si le fait de réduire la production
donc qui crée un déficit au niveau de l'offre et aussi pour les prix, on pourrait avoir un autre événement qui pourrait entraîner les cours du pétrole à la baisse. En tout cas, c'est ce que pourrait indiquer la configuration technique actuelle. Une figure qui est loin d'être terminée, mais on va tout de même la voir pour en être conscient. Et donc nous l'avons dit, on a concernant la pandémie, on a un continent européen qui a du mal à contenir cette troisième vague. Et ici, malheureusement, nous sommes en retard par rapport aux États-Unis et par rapport au Royaume-Uni concernant la vaccination. Et d'ailleurs, à noter que l'Allemagne a limité l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca aux personnes de plus de 60 ans. Et en France, nous avons un nombre malheureusement de patients dans les unités de soins intensifs qui augmente considérablement. On est sur des records par rapport à 2021. On est sur les niveaux de novembre 2020. Donc une pandémie qui effraie de plus en plus sur le vieux continent. Alors, que nous propose le calendrier économique? D'ailleurs, j'ai eu une suggestion qui m'a été parvenue, qui m'a été transférée par les sales, par les référents par email, concernant le calendrier économique, d'essayer d'indiquer si cela serait haussier ou baissier, par exemple pour les indices. Alors, je vais essayer de le faire rapidement pour qu'on comprenne un petit peu la logique de comment utiliser le calendrier économique. Il faut savoir que ceux qui traitent sur le calendrier économique, c'est du scalping, parce que le calendrier économique a un effet de court terme. C'est très rarement des effets de long terme. Donc, c'est vraiment le trading sur calendrier économique est plus adapté au scalping. On m'avait transféré également une autre question, j'en profite, par rapport à justement cet écran que j'appelle Landscape. Cet écran, c'est simplement plusieurs graphiques que j'ai ajoutés sur un onglet et je choisis de les afficher en gris. On peut afficher par exemple en vertical. Là, il faudra avoir plusieurs écrans, 4 écrans de préférence. En horizontal également, mais j'ai tellement de graphiques qu'on ne voit pratiquement rien. Ou en mode plein écran. Ici, on retrouve cette configuration avec des onglets en dessous. Et donc, pour avoir une vision générale de marché, je décide d'afficher ici cet agencement qui permet d'afficher différents graphiques. Et on peut en choisir 4, 8, 12. 12, c'est le mieux sur un écran. Et imaginez, avec 4 écrans, on peut en avoir beaucoup plus. Voilà pour cette petite question. Et je passe à présent concernant le calendrier économique. Une autre question qui m'a été parvenue. D'abord, je présente le calendrier économique. Ici, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va avoir, c'est une journée dédiée au PMI. Par contre, ce sont des révisions. Donc, ce ne sont que des révisions des PMI manufacturiers du mois de mars. On prendra connaissance également, on le voit ici, c'est l'Allemagne, la zone euro. On a également la France. Alors, pourquoi je ne l'ai pas ici? La France également, donc 9h50. Et donc des révisions des PMI manufacturiers du mois de mars. On retrouvera également l'ISM manufacturier aux États-Unis à 16h. Alors ici, on va faire le raisonnement sur les PMI. Tout simplement, ce qu'il faut voir. Bon, voilà les ventes au détail. On a pris connaissance à 8h en Allemagne. Et c'est très visuel le calendrier économique. Lorsque c'est en rouge, ça veut dire que c'est inférieur aux attentes. Par exemple, ici, on s'attendait à une baisse de 6,3% en glissement annuel, Y sur Y, yearly, annuel. Et ce chiffre est ressorti à moins 9%, donc c'est inférieur aux attentes. C'est moins bien que ce qui était attendu par les analystes, par le consensus. Et donc c'est baissier pour le DAX. C'est aussi simple que cela. On retrouverait par exemple ici le PMI manufacturier au Japon. Les prévisions tablées pour 52. On est ressorti supérieur aux attentes. C'est vert, donc visuellement on arrive à le voir, 52,7. Donc ici, Japon, c'est haussier pour le Nikkei. C'est aussi simple que cela. Et c'est un raisonnement par contre de très court terme, à moins que ce soit un chiffre très attendu. Dans ce cas-là, on pourra avoir un impact plus considérable. Alors voilà pour cette parenthèse concernant le calendrier économique. Et ici, vous avez l'impact avec un code couleur. Plus, par exemple, en rouge, l'impact est fort, en orange, l'impact est modéré, moyen, et en vert, pardon, l'impact est faible. Vous avez la possibilité de filtrer ici les impacts et de filtrer bien entendu les pays. Et vous avez donc la possibilité de voir ces différents chiffres sur la semaine, le lendemain, la veille ou la semaine d'après. Vous avez également le calendrier des dividendes pour les investisseurs actions. Donc voilà pour cette petite parenthèse sur le calendrier économique. Vous l'aurez compris aujourd'hui principalement. Révision de PMI manufacturier pour le mois de mars, ISM manufacturier aux États-Unis. Et donc d'ailleurs, ce sera attendu, cet ISM manufacturier aux États-Unis. Il faut garder à l'esprit, donc encore une fois, que c'est la dernière séance de trading avant les fêtes de Pâques dans plusieurs pays. Donc on pourrait assister à nouveau à des flux de rééquilibrage
lors de la séance d'aujourd'hui. Il faut savoir également que le calendrier économique peut avoir un impact sur les paires de devises, hein. Certaines données vont renforcer par exemple le dollar américain et dans ce cas-là, ça va impacter toutes les paires en dollars, euro-dollar, GBP-USD, AUD-USD et ainsi de suite. Voilà pour le calendrier économique. Et il y a également l'indice, il y a le PMI manufacturier au Canada aussi, hein, pour le mois de mars. Et on aura le décompte des plateformes pétrolières aux États-Unis. Donc ce sera tout, hein, concernant ce calendrier du jour plutôt chargé. On passe sans plus tarder sur le marché action. On débute comme à notre habitude par les indices, hein, et on va le voir ici. On commence par voilà, le Nikkei qui sort de son nuage à nouveau par le haut. Et bon, malheureusement, on est bien loin de le valider, hein, ce signal. On le voit, la Chikuspan était sur le point de valider, hein, sur l'indice japonais. D'ailleurs, il y a une légende, un certain indice que Ishimoku fonctionne beaucoup plus sur le Nikkei. Pourquoi? C'est très simple. Alors, je n'ai jamais pu le vérifier, hein. Personnellement, je trouve qu'Ishimoku fonctionne très bien partout. Mais parce que les Japonais traitent énormément avec Ishimoku, hein. La naissance de cet indicateur dans le monde occidental est due à des traders de New York qui ont vu ces traders dans des salles de marché à Tokyo utiliser Ishimoku. Et ils ont donc emprunté ce système de trading et l'ont appliqué chez eux. Donc les Japonais traitent énormément avec Ishimoku. Il y a d'ailleurs beaucoup de littérature sur Ishimoku au Japon, des livres en japonais bien entendu, et c'est très répandu là-bas depuis très longtemps, hein. Et ce n'est que dans les années 90 qu'on a commencé à s'y intéresser sur le monde occidental. D'abord aux États-Unis, hein, ces traders américains qui voyaient les traders japonais utiliser Ishimoku dans les salles de marché à Tokyo, qui se sont inspirés de cela, qui ont appris à l'utiliser, ils l'ont appliqué à Wall Street. Donc il y a une légende qui dit effectivement que ça fonctionne très bien sur le yen japonais et sur le Nikkei, à vérifier. En tout cas, on le voit ici, on avait impossibilité encore pour la Chikuspan de sortir du nuage par le haut. On repart donc à la baisse. Ça freine cette hausse ici, hein, que l'on voit le lien qu'il y a entre Chikuspan, donc les cours de clôture 26 périodes dans le passé, et les cours. Ce qui a freiné la hausse après la sortie du nuage, parce que c'est bel et bien une sortie du nuage par le haut, c'est un signal d'achat classique Ishimoku ici. Et donc, Chikuspan refuse, repart à la baisse. Mais ce qui nous intéresse davantage, c'est que depuis la dernière vague ici, dernière projection de Soda, cela nous donne un beau repli et cela nous donne un bel objectif qui nous permettrait tout simplement de combler un précédent gap. Et donc Ishimoku est visuel, les gaps le sont également, donc tout ça on le voit assez facilement. Objectif aux alentours des 29 940, alors à vérifier, mais cela, hein, supposerait donc une Chikuspan qui évolue à l'intérieur de son nuage, qui tenterait peut-être de sortir avant de repartir à la baisse, mais en tout cas, même un franchissement de ce niveau, il y aurait donc une validation du signal, car la Chikuspan sortirait par le haut. Il faut apprendre aussi à anticiper les niveaux de Chikuspan avec les projections d'Osoda, ça peut aider, c'est un raisonnement, si je puis dire, croisé. Donc voilà pour le Nikkei, mais ce n'est pas gagné, hein. Souvenez-vous, les signaux des projections de Soda sont donnés lorsque l'on passe au-dessus du point C, du point B, pardon. Le point B est là. Donc il faut un franchissement des 29 528. Le DAX, que de records, hein. Ça ne cesse, on ne peut plus l'arrêter, hein, finalement, le DAX. Et l'objectif devrait être là, normalement, aux alentours des 15 178. Alors, pourquoi pas un repli après ce record? On est à 15 065 points. C'est un record historique, hein. Enfin, on est allé légèrement plus haut. Je vais essayer de zoomer davantage. Vous voyez, hein, on est allé aux alentours des 15 070 points. Et donc peut-être une résistance aux alentours des 15 178, hein, à voir. En tout cas, c'est la projection, la prochaine projection de Soda. Alors là encore, j'hésite. J'en reviens à ce que nous indiquait Marc, à prendre ou non la mèche. C'est vraiment un choix très compliqué de sélectionner ou non les mèches. Ici, on est en journalier, donc j'ai vraiment pour réflexe de prendre les mèches. On va les vérifier ensemble, est-ce que ça fonctionne? En tout cas, si on ne prend pas les mèches, on a déjà surpassé, hein, l'objectif. Donc, je pense réellement, et il n'y a aucune indication, hein, dans la littérature, dans ce qui nous a été fourni par Rosoda concernant le fait de prendre ou non les mèches. C'est pour cela que effectivement les écrits japonais laissent une grande marge de manœuvre à l'expérience du trader. Et donc
C'est la réelle difficulté. On ne peut pas lire un livre sur Ishimoku et une fois l'avoir terminé, se dire, voilà, je sais pratiquer Ishimoku, je serai très à l'aise dessus. Il y a vraiment une part d'expérience personnelle. Et en journalier, pour moi, il faut prendre les mèches. Et là, 15 157, c'est d'ailleurs ce que disait Marc aussi de son expérience, de son côté. Il prend les mèches en journalier, il ne les prend pas en intraday. Alors, que nous disent d'ailleurs les données intraday? On va commencer par les données H4 concernant le DAX allemand, hein. Ici, on est en train de se hisser au-dessus du retracement externe de Fibonacci à 161,8%, les 15 029 points. C'est le retracement de ce précédent repli, hein, qui était allé chercher, qui avait tenté une sortie du nuage par le bas. Et donc, pour le moment, on navigue dans nos troubles, hein. On n'a pas grand-chose d'un point de vue intraday. J'ai pas réussi à retrouver d'autres objectifs concrets ici pour le moment. Le seul objectif que j'ai réussi à avoir, c'est en journalier, 15 157 points. Le Nasdaq. Alors le Nasdaq, hein, décidément très compliqué. Donc on le voit ici, hein, ce rééquilibrage trimestriel. On, on se tourne à nouveau vers les retardataires du trimestre et donc les valeurs technologiques. On laisse de côté les valeurs cycliques. Et cela propulse le Nasdaq. Un Nasdaq qui s'est finalement affranchi de cette grosse bougie rouge. Et c'était vraiment un gros obstacle. Et donc on progresse à l'intérieur du nuage. Mais les données intraday nous avaient donné un indice. On en a clairement parlé hier. Ici, les données journalières, c'est trouble. On se dit qu'effectivement, on pourra aller progresser jusqu'au haut du nuage, aux alentours des 13 250, environ 13 273, avec éventuellement une Chikuspan qui continue de progresser en direction de la Tenkan. C'est une option qui se tient largement. En données H4, c'était assez clair, on en a parlé hier. On avait deux bornes principales. Tout d'abord, la moyenne mobile simple à 200 périodes, ici, et en bas, on avait les 12 700 points, ce support qui avait très bien fonctionné précédemment. Et on l'a eu, le signal d'achat, en données H4. Tout d'abord, signal d'achat Ishimoku ici avec la sortie du nuage par le haut lorsqu'on se hisse au-dessus des 13 000 points très précisément. On a une Chikuspan qui se désengage. Signal d'achat validé par la cassure de la SMA 200. Donc c'est là que l'on voit que c'est vraiment très intéressant de croiser différents signaux. Ici, un signal Ishimoku et une cassure d'une SMA 200 qui a énormément compté par le passé, hein. Je ne vais pas vous refaire le topo, mais même en allant plus loin, on le voit, hein, ici, support, support, support. Donc, double signal, et ici, on est sur le précédent sommet, celui-ci, le prochain à aller chercher est là, 13 286 environ. Je reviens très rapidement en journalier pour avoir tout de même cette vision. 13 286, c'est le haut de mon nuage. Et d'un point de vue Chikuspan, on aurait une Chikuspan qui tenterait le franchissement de la Tenkan. Donc le parallèle également avec le journalier lorsqu'on a des objectifs sur des précédents sommets est important. Mais en tout cas, ici, on peut se dire qu'on rencontrera une importante zone de résistance à ce niveau-là. En données H1, c'était encore plus beau, hein, le signal était très, très rapide. Ce sont nos signaux préférés, hein, je ne cesse de le répéter. Pardon, excusez-moi. Ce sont nos signaux préférés ici concernant Ishimoku. Et pourquoi? Vous avez la réponse, j'en suis certain. Sortie nuage par le haut, simultanément validation du signal par la Chikuspan. Mon filtre du système Ishimoku. Ça me filtre les bons signaux des mauvais signaux. Filtre instantané. Et ça, normalement, après, on explose à la hausse. Et c'est QFD, hein, c'est ce qui s'est passé, effectivement. Donc, c'était très beau sur le Nasdaq. On l'attendait, hein, en H4, ce fameux signal. Ça faisait un moment, pas qu'on s'ennuyait, mais qu'il ne se passait pas grand-chose. Et d'un coup, le Nasdaq a réagi. Alors, S&P 500, record historique du bout du doigt. Voilà, donc vraiment du bout de la mèche supérieure. Objectif, c'est très simple. Un seuil psychologique, lequel, étant donné que nous sommes à 3974, vous pouvez y répondre, c'est le seuil psychologique des 4000 points. Ce sera l'objectif pour le S&P 500. Ici en données H4, on a d'ailleurs une très belle vague ici, une très belle projection d'Osoda. C'est une projection V, hein. Je vous rappelle, il faut chercher le point bas, le point haut intermédiaire. Il y a eu repli en direction du nuage, ça me donne le point C. Donc ici, j'ai A, B, C. On a un mouvement relativement ample. Le repli
est inférieur à la moitié du mouvement haussier, donc c'est un V. On aurait été supérieur, ça aurait été un E. On aurait été égal précisément, ça aurait été un N. 4005 points, c'est l'objectif. Et on remarquera d'ailleurs hein, ce record historique qui a été marqué par le bout d'une mèche supérieure en journalier. C'est un rejet du marché des 3975 points. Et très souvent, on a tenté de s'affranchir de ce niveau. C'est une précédente projection d'Osoda que j'ai gardée. Voilà pourquoi il faut en garder lorsque c'est retesté par la suite. Ça montre que c'est un niveau fort, un niveau qui va compter. Ici, Ishimoku ne me donnait aucun niveau. Car on est sur des records historiques. Mais la projection d'Osoda m'a donné un niveau qui a compté par la suite et qui continue de compter. On est dessus, on est en train de le franchir. Si on s'installe au-dessus, direction le seuil psychologique des 4000 points, voire 4005 points. On n'est pas à 5 points près, mais c'est bon de le savoir, à voir si on va aller réellement chercher les 4005. Les données H1 me fournissent pas grand-chose comme indication, hein, à part on le voit ici, hein, ce nuage. On ne peut que constater ce nuage qui a fait office de support, venant donc confirmer la force du mouvement haussier. Je reviens sur le H4 pour le retrouver demain. Et je passe sur le Dow Jones. Le Dow Jones, lui, a été faible, hein, il n'arrive pas à concrétiser ici. On est bien loin, on est très loin de la trendline. Et on a un bel objectif tout de même en vue, hein. On s'est hissé au-dessus du retracement externe de Fibonacci à 127,2%. Et tout de même prudence, hein. On pourrait, alors est-ce qu'on peut appeler ça un double creux? En tout cas, un double bottom, on en a un sur le gold et on va en parler. Mais on a un objectif d'Osoda ici à 34 138 points. Donc si on parvenait à aller chercher les précédents records historiques, ce serait la cible pour le Dow Jones. Que nous indiquent les données H4? On est sur support pour le moment, un support renforcé par la Kijun. On a donc un objectif 33 258 points qui permettrait de finaliser cette hausse du Dow Jones, hein. Ça correspond à ce retracement pour le S&P 500. Vous voyez, c'est la même configuration intraday, même configuration H4. Sauf que le S&P 500 a marqué un record, le Dow Jones n'y arrive pas. En données H1, on est en train de sortir du nuage par le bas, mais pas franchement, hein, on le voit. Ici, voilà, c'est pas si franc que cela, on fait face à une résistance parce que notre Chikuspan fait face au cours et donc on a du mal à progresser. Il faudrait franchir le nuage, avoir un signal d'achat Ishimoku pour envisager une hausse. Le Russell 2000, alors lui, il semble prêt à sortir son nuage par le haut et là, c'est important de le constater, même si, alors voilà la sortie du nuage par le haut. Effectivement, même si on a un obstacle avant d'être désengagé pour la Chikuspan, pour les cours à la clôture, 26 périodes dans le passé, hein, vous pouvez le mesurer, c'est 26 périodes dans le passé, on retrouve cette importance du 26 d'ailleurs, hein. Je vous rappelle que le 26, c'est dans la suite d'Osoda, vous retrouverez la suite d'Osoda dans l'article que j'ai rédigé pour le site XTB. La Kijun est calculée sur 26 périodes, la Chikuspan est 26 périodes dans le passé. Concernant les doubles creux, on n'arrête pas d'en parler, double creux au soda, on a 26 périodes entre les deux creux. Donc ce 26 est très important. Ici, on pourrait avoir une sortie de nuage par le haut et la Chikuspan aurait tout de même une belle marge de manœuvre, hein, à ce niveau-là. On peut le voir. Elle pourrait continuer sa progression. Elle a tout ça comme espace avant son prochain obstacle, le nuage. Donc on pourrait progresser effectivement pour aller chercher les 2280 points environ. Ça pourrait être tout de même une belle progression haussière pour le Russell 2000 dans le sillage de la séance de la veille. Le Bitcoin à présent. Donc on le voit, ce beau rebond, j'insiste encore dessus, parce que c'est vraiment très précis, hein, ce qu'on nous fait ici, ce que nous fait le RSI 14 sur le Bitcoin, avec cette divergence baissière en données hebdomadaires, ces rebonds consécutifs sur les 70. Et donc ça ne nous donne pas de signal, parce que c'était un signal fort, hein, précédemment en 2019. Cette cassure ici du 70 par le RSI, c'était pas mal replié, hein, par la suite. On a perdu 60%, plus de la moitié de sa valeur. Et donc ici on tient bon, on repart à la hausse.
et bon, on stationne hein, au-dessus de cette projection V. Je me répète par rapport à hier, on attend que le marché nous dessine quelque chose d'un point de vue chartiste. On passe à présent sur les matières premières. On va débuter par le métal jaune qui nous fait plaisir lors de ces dernières séances. On a eu la clôture mensuelle. C'est le moment de s'intéresser plus dans le détail à ce fameux graphique. Souvenez-vous, nous avions abordé ce mouvement qui datait de 2011-2012. On l'a répliqué finalement, hein. C'est l'amplitude. Ici, les rectangles sont similaires, hein. J'ai calqué. Alors, je vais le faire devant vous, hein. C'est pour ça que, mine de rien, ce travail visuel fonctionne très bien. On réplique très souvent les mouvements. Regardez, je vais calquer ce rectangle. C'est très précis. Très précis. Et ça nous a permis d'aller chercher la Kijun en mensuel. Et on est aux alentours du retracement, on est très précisément même sur le retracement de Fibonacci à 38,2%. Retracement de toute la hausse de long terme qui a eu lieu depuis fin 2016. Un gros niveau à ce niveau-là. On est même allé en dessous, hein. On a clôturé en dessous, parce qu'on est même allé, pendant le mois de mars, on est allé chercher notre Kijun à 1670 $. On retrace, on repart à la hausse. Donc ici, c'était vraiment très précis, très intéressant de voir comment le gold a répliqué ce mouvement baissier qui datait de 2011 jusqu'à mai 2012. Et donc voilà, d'une précision impressionnante en données mensuelles. Il y a eu la clôture à présent de cette bougie du mois de mars, ouverture de la bougie du mois d'avril. D'un point de vue journalier également, c'était beau ce retour vers le précédent creux, ce test à nouveau de l'oblique haussière en données hebdomadaires qui vient relier les différents creux depuis 2019. Très beau test en données journalières, c'est encore plus beau. Ici, on est allé chercher ce fameux niveau des 1680 et c'était chaud parce qu'une cassure de ce niveau aurait approfondi la baisse du gold, hein. On le voit, c'est un gros niveau hein, ici. C'est un niveau très important qui avait même été rejeté par le marché à maintes reprises lorsque c'était une résistance. C'était il y a un an, en mars 2020. C'était notre résistance qui avait été rejetée un mois avant, en février 2020, testée en juin 2020. Et là, on nous fait un magnifique double bottom, un double creux. Je vous rappelle que c'est une figure chartiste de retournement. Pour le moment, on est en train de s'attaquer à la Kijun en données journalières, donc une probable résistance. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, si on casse la ligne de coup de cette figure en double creux, la ligne de coup qui est aux alentours des 1750 $. La ligne de coup, c'est cette ligne qui ferme hein, ces deux creux. Et vous voyez que j'appelle ça un double creux parce que, je vous le dis souvent, les doubles creux ou les doubles tops, c'est comme une montagne, par exemple, pour un double top. Il faut qu'il y ait une vallée entre les deux. Il faut qu'il y ait une certaine amplitude. Et là, on l'a, cette vallée, justement. Donc là, nous faisons face à un réel double creux. Et ce double creux serait activé, si je puis dire, son objectif théorique serait activé si on venait à casser la ligne de coup, donc aux alentours des 1750 $. Et là, je réplique la profondeur de mon double creux et ça me ramène au-dessus des 1800 $, à 1815 $ l'once. Ça sera un objectif, ça correspond à ce palier de SSB. Ça concorde concernant Ishimoku et on peut même le voir. Ça reste un niveau important hein, pour le marché. Vous voyez, c'était notre résistance ici. La cassure de ce niveau avait entraîné donc une accélération haussière vers les records historiques. Alors il faut toujours avoir ce réflexe de tracer les niveaux de support et de résistance pour essayer de voir dans le passé si ce sont de réels niveaux importants. Et là, oui, on le voit. On l'avait rejeté. On en a rejeté la cassure. On l'a testé précisément ici. Ici, la cassure de ce niveau a entraîné une hausse. Donc, c'est un gros niveau. C'est un gros niveau et ce serait l'objectif en cas de franchissement, en cas de cassure de notre ligne de coup aux alentours des 1500 $ l'once, 1748 et des poussières. Voilà pour le gold, un gold de plus en plus intéressant. Et vous voyez la précision. Voilà pourquoi je n'ai pas abandonné ce canal baissier, hein. Je l'ai gardé, j'ai affiché le rayon.
voyez la précision en intraday du rebond. On a refusé de le casser alors on l'avait tout de même brisé ici, on l'a réintégré, on est reparti à la baisse. Ici, on allait chercher très précisément et on rebondit en intraday. On pourrait, alors excusez-moi, je n'arrête pas de zoomer, voilà. Alors on pourrait retrouver une résistance à ce niveau-là en intraday et ça correspond à nos 1732 dollars l'once. Par contre, attention, on a quand même la Kijun sur le niveau actuel. Et du coup, le silver qui rebondit sur ce niveau, un gros niveau de support hein, aux alentours des 23 750. On va en direction des 24 500. C'est la résistance à franchir et même que ça correspond à l'heure actuelle à un palier de Kijun. C'est le dernier rempart avant la moyenne mobile exponentielle à 50 périodes qui se situe aux alentours des 24,830 dollars. Le pétrole, ce sera sa journée aujourd'hui avec le cartel aux commandes du marché pétrolier. 60 dollars à l'heure actuelle, le pétrole WTI. Ici, ce qui nous inquiète un petit peu, c'est cette éventuelle formation en épaule, tête, épaule, figure de retournement. Et on pourra aller bas, on pourra aller aux alentours des 51,50 $. Donc prudence. Pour l'heure, le nuage a joué son rôle. C'est important de le voir, hein. Vraiment, support. Ce nuage a montré sa force. Et d'ailleurs, il ressemble à la carte du Maroc. Alors, excusez-moi pour cette petite parenthèse, je viens de m'en rendre compte. Donc, ce nuage qui fait office de support en données H4, on est très précisément à l'intérieur et on peut voir à peu près cette figure en ETE. Hein. Pour moi, je la trouve beaucoup plus belle en données journalières. Donc, ici, il n'y a rien à faire tant qu'on n'a pas la décision de l'OPEP+. Mais tout reste incertain tout de même, hein. Si l'OPEP+ décide de poursuivre le gel de la production, ça va soutenir les cours du pétrole. Mais d'un autre côté, on a quand même une situation très inquiétante en Europe, hein. Donc, ça ne permettra pas au pétrole d'aller se téléporter aux alentours des 66,50 $. Donc, on reste tout de même prudent. Et les données intraday seront importantes parce que ce graphique est beau tout de même, hein. On voit qu'on est dans le nuage, on est à l'équilibre, on attend l'OPEP+. Voilà, à l'équilibre. Alors ici, le déséquilibre nous sera donné par la sortie du nuage, par le bas ou par le haut, et c'est ce qui nous donnera un signal. Vous voyez comment on a refusé de sortir par le bas, et là on est en train d'accélérer à la hausse. Peut-être qu'on a des nouvelles hein, en ce moment-là, peut-être qu'il y a des déclarations de pays producteurs, je n'en sais rien, mais en tout cas on est en train de rebondir sur le bas de ce nuage, c'est très précis, on repart à la hausse. Vaut mieux attendre une sortie par le haut avec validation ou une sortie par le bas. On y était presque hein, de la sortie par le bas. La Chicouspan, on le voit ici, raisonnement dans le passé, refuse de s'attaquer à tous ces obstacles et préfère ce petit champ de manœuvre hein, qu'elle a. Et donc, on pourrait même progresser jusqu'aux 61 dollars. C'est-à-dire franchir même la Kijun. Le Brent à présent, données journalières, hein, on a cette pseudo-figure en ETE. Elle n'est pas parfaite, certes, mais elle a le mérite d'exister. Et cela impliquerait un franchissement de ce nuage. Sa ressemblance me trouble d'ailleurs. Et donc, on reste prudent aujourd'hui sur le pétrole. On est dans le nuage à l'heure actuelle. On attend la décision des pays membres de l'OPEP+. Alors certes, il y a beaucoup de volatilité lorsqu'il y a des décisions de l'OPEP+. C'est le jour J. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'y exposer? Le risque, je trouve, est trop élevé. Le copper, bon, pas grand-chose hein. Pour le moment, le blé, c'était très très beau ce qui s'est passé sur le blé hier. Vous voyez, on s'est replié. Vous voyez la précision des retracements de Fibonacci, hein. On est toujours sur ce retracement-là. Ici, c'est très simple, hein. On peut s'en sortir même sans Ishimoku. La preuve, vous voyez. C'est très très simple. À chaque baisse, on a une trendline baissière. Alors excusez-moi, je vais réussir à caler mon graphique. Voilà. On a une trendline baissière qui est testée à maintes reprises et on joue également avec ces retracements de Fibonacci. Certains sont plus importants que d'autres, hein. On a l'importance ici du 50% et on a le 78,6. On est allé le chercher très précisément. Et souvenez-vous, on parlait d'un tel repli, hein, pas plus tard que la semaine dernière. On l'a eu ce repli. Dès qu'on le cherche, on explose à la hausse ici. Retour en direction de l'oblique baissière. C'était très technique sur le blé. C'était beau. Et c'était très rapide, hein. Par contre, il fallait vraiment être devant. Moi, personnellement, je n'ai pas eu la chance d'être devant au moment du test des 78,6%.
et la hausse a été très rapide et c'était très précis. On allait tester l'oblique baissière. Alors j'ajoute Ichimoku pour le retrouver. Mais voilà donc cette très belle configuration ici. Et on a le nuage qui vient cerner les cours. Et on marque une pause hein, pour le moment sur le précédent support. On passe sur le marché d'échange avec le SD3 en pullback. Le SD3 d'ailleurs qui vient de casser les 78,6%. Alors peut-être un test de la Tenkan. Prudence hein, pour le moment. Le mieux serait d'attendre une cassure à nouveau des 78,6 pour aller chercher ce précédent pic, dernier rempart avant les 100%. Le dollar américain, clôture mensuelle sur la Tenkan. Alors c'était l'hypothèse que l'on avait émise mercredi dernier lors d'un article sur Ichimoku et le biais vert. L'objectif était la Tenkan. L'objectif a été atteint en mensuel, en journalier, en hebdomadaire, pardon. Attention, attention, on est à un point délicat. La Chikuspan s'attaque à la Tenkan. Il faudrait quelque chose pour réussir à se désengager. Et dans ce cas-là, je pense qu'on aurait beaucoup moins de mal à franchir ces deux bougies rouges. Et donc, effectivement, on pourrait accélérer ici en direction du bas de nuage. Donc, on accélère, c'est beau. C'était un peu ce qui s'était passé en 2018. On était allé jusqu'au bas de nuage, on a marqué une légère pause, quelques difficultés à l'intégrer. On l'a intégré avec une certaine volatilité en hebdomadaire avant d'en sortir et de construire une tendance haussière. Alors là, en tout cas, rien n'est sûr pour le moment, mais depuis le franchissement de la Kijun, ça commence à s'éclaircir concernant le biais vert. En données journalières, on est en train de stationner aux alentours hein, de ce niveau de résistance intermédiaire qui correspond à un palier de SSB confondu à un palier de Kijun. Et donc on attend l'éventuel objectif qui est un V. Ici, on est très proche. L'euro-dollar reste sous pression. Et ici, en cas de renforcement du biais vert, on pourrait s'attendre à un repli en direction de cette prochaine zone de support. C'est la cible baissière pour l'euro-dollar. Elle est comprise entre 1,1610 et 1,1642 environ. C'est le support à aller chercher pour l'euro-dollar. Et on le voit ici en données H1, on a une réelle difficulté à réintégrer le nuage qui fait office de résistance, qui est renforcé par un palier de Kijun, très exactement pardon, au niveau actuel. L'USD-Yen, c'est très beau sur l'USD-Yen, je ne cesse de le répéter. On peut s'amuser à ajouter ici le retracement de Fibonacci de toute cette baisse. Et on voit, hein, ça a été assez précis. Ça nous donne des signaux. C'est très simple, les retracements de Fibonacci. À chaque fois qu'on franchit un niveau, c'est un signal en direction du prochain. 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 111 676. Aussi simple que cela. Donc on poursuit. Mais attention, lorsqu'on franchit un niveau et qu'on part à la hausse brusquement, on n'est pas à l'abri d'un pullback en direction de la Tenkan, par exemple, ou en direction du précédent niveau. Ici, on a de la chance, la Tenkan correspond au précédent niveau. AUD-USD, on s'éloigne des 38,2%. Ici, en données H4, on ne parvient pas à sortir du nuage par le bas. Chikuspan qui repart à la hausse, mais on a une importante résistance, ce sera notre Kijun. Et donc, on peut s'attendre à une sortie par le bas du nuage ici, hein, pour la UDNZD. Alors que la UDESD, c'est un peu plus mitigé. La Chikuspan va bientôt s'attaquer à son bas de nuage. Donc voilà, on reste prudent. GBP USD ici, en hebdo, on a clôturé dans le rouge, on ouvre dans le rouge, on est dans le nuage. Rien à signaler pour le moment. GBP CHF, on l'a eu, ce signal haussier, cassure de la résistance, direction 1,31030. Et donc je pense NZD-USD, on est en train de valider le signal. La Chikuspan se sort du nuage par le bas. On pourrait approfondir la baisse. USD CHF. On s'attaque à cette résistance. Encore une fois, la veille, on l'a fait, on a retracé. Et l'objectif est à 0,95 245. Hein. C'est que du raisonnement. Projection de Soda ici, depuis le signal haussier sur l'USD CHF qui nous a été donné par la sortie du nuage par le haut, validé lorsque la Chikuspan s'est désengagée. Hein, vous voyez ici, retracement, projection de Soda
seconde projection de Soda à la fin de la précédente. Et voilà l'objectif. Et sur ce, cela met un terme à ce Good Morning Market. N'hésitez pas à poser vos questions aux commentaires, à réagir en commentaire. Prudence pour les traders sur le marché pétrolier. Je sais qu'il y en a même certains qui ne traitent que cela. Alors, s'il y a un jour où il faut marquer le pas, c'est bien aujourd'hui. On attend, on ne peut jamais prévoir ce que va annoncer l'OPEP+, hein, et ça, je ne cesse de le répéter. Donc, restez extrêmement prudent. N'hésitez pas à vous amuser d'ailleurs un petit peu sur le gold, mais restez extrêmement prudent sur le marché pétrolier. Je vous remercie pour tous ces commentaires, hein. Récemment, il y a de plus en plus d'interactions, ça me ravit, je suis très content de cela. N'hésitez pas à continuer, même si vous ne voulez pas commenter, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça nous aide, ça aide notre chaîne YouTube. Et c'est votre manière de nous remercier et je vous remercie de cela. Il y a de plus en plus de likes et j'en suis vraiment très content. Je vous souhaite une excellente séance de trading. On se donne rendez-vous dès demain pour la dernière séance de la semaine. Demain, il y aura en première partie de séance pas beaucoup de volatilité, mais l'après-midi, on aura le PMI, le NFP, pardon. D'ailleurs, je disais ça parce que j'ai vu en bas à droite, on a le PMI manufacturier en Allemagne qui vient de ressortir. N'hésitez pas également à utiliser Financial Juice. Ici, vous avez toutes les informations en temps réel. Voici le PMI qui est ressorti à 66,6. Les attentes étaient de 66,6. Donc, rien de nouveau à l'horizon concernant le PMI. Vous retrouverez le PMI français dans son intégralité ici, le rapport complet que l'on retrouve, le rapport, hein, en PDF d'IHS Markit. Et donc tous les détails, c'est en anglais malheureusement. Bonne séance de trading et à demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.